Bonsoir et bienvenue sur Mediapart, bienvenue pour cette soirée exceptionnelle. Elle va encore être très politique, puisque oui, le voilà, il est là. C'est le nouveau gouvernement qui vient de tomber il y a quelques minutes, non pas tombé, qui a été annoncé avec retard à nouveau par le secrétaire général de l'Élysée. Un nouveau gouvernement, le gouvernement Édouard Philippe II, avec 5 nouveaux ministres et 6 nouveaux secrétaires d'État. Alors on va bien sûr en parler ce soir, on va parler des nouveaux visages de l'opposition, les visages également de la majorité. On a invité plusieurs députés, visage de la majorité avec 4 députés, La République En Marche, Modem et LR, et visage de l'opposition avec des élus de France Insoumise et du PCF. On vous expliquera pourquoi il n'y aura pas ce soir de députés socialistes, malgré tous nos efforts depuis plusieurs jours. Mais avant cela, on retrouve tout de suite notre rubrique Retour sur nos enquêtes, qui va focaliser aujourd'hui sur les dossiers sociaux qui, avec ce gouvernement Édouard Philippe II, vont immédiatement être enclenchés. A tout de suite pour Retour sur nos enquêtes. Alors, l'été social du gouvernement, puisque ces grands dossiers vont occuper tout le mois de juillet, tout le mois d'août, puis tout le mois de septembre, on en parle avec Martine Orange, bonsoir, et Manuel Jardineau, bonsoir, qui suit de près les grandes réformes annoncées par Emmanuel Macron, en particulier sur le Code du travail. On a pu découvrir aujourd'hui, publié par notre confrère Le Monde, le projet de loi d'habilitation pour recourir aux ordonnances, ce que veut faire le gouvernement pour plier très vite ce dossier ultra sensible. Manuel, est-ce que les syndicats étaient au courant de ce projet de loi d'ordonnance ou ils l'ont découvert comme nous dans les journaux? Alors je pense qu'ils l'ont découvert comme nous. Pour illustrer ce propos, je vous dirais qu'on a reçu un communiqué de la CGT tout à l'heure qui avait une consultation au ministère du Travail. Et quand on voit le contenu du communiqué, on se rend bien compte qu'elle n'était absolument pas au courant de ce que contient ce projet de loi. Oui, puisque la CGT proteste dans ce communiqué contre le manque d'informations et de données précises. Quoi. Effectivement, et tous les négociateurs, alors, en tout cas les syndicalistes qui sont rendus au ministère du Travail depuis 15 jours, lors des 2 rencontres à chaque fois pour leur organisation syndicale, tous nous ont dit qu'ils n'avaient aucun document écrit, qu'on leur donnait très peu d'informations, et on leur a même demandé le peu d'informations qu'ils avaient de ne pas les communiquer à la presse. Voilà, alors ça c'est l'article que tu as publié il y a quelques jours sur une semaine de consultation, les dés sont pipés, et qui racontait comment ce qui était présenté comme une sorte de contrepoids par le pouvoir, c'est-à-dire on fait les ordonnances, mais dans le même temps on organise une vaste consultation avec les syndicats, comment ces premières semaines de consultation tournent en rond et très souvent dans le vide. Alors, en fait, ça a même commencé plus tôt, puisque ça a commencé le 23 mai, où Emmanuel Macron, peu de temps après son élection, a rencontré les leaders de chaque organisation syndicale et patronale. Puis, il y a eu des rencontres avec le Premier ministre Édouard Philippe, puis avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, puis enfin, lorsque la méthode a été révélée, des consultations bilatérales, donc chaque organisation, sur 3 piliers, sur 3 thèmes, et là en ce moment sur la répartition de la négociation entre l'entreprise et la branche. Donc chaque organisation rencontre 2 fois, donc la semaine dernière et cette semaine, 2 fois le directeur de cabinet de la ministre du Travail, qui est l'ancien directeur général adjoint du MEDEF. Alors, ce qu'ont les syndicats aujourd'hui, c'est en quelque sorte les têtes de chapitre, les thèmes, les dossiers qui vont être abordés, mais ils n'ont pas le contenu réellement. Ils ont les thèmes. Voilà, et on leur demande, en gros, nous c'est ce qu'on nous a raconté au fil du temps, et ça fait déjà maintenant quasiment 1 mois que cette séquence a commencé, on leur demande de venir transmettre, parler de ce qu'ils proposent, ce à quoi ils croient, puisque réforme il va y avoir, en leur donnant extrêmement peu de billes du côté du gouvernement. En fait, il a fallu que la presse fasse son boulot, et nous les premiers, et puis ensuite nos confrères du Parisien et de Libération, pour sortir des informations relatives et au calendrier et ensuite au possible contenu des ordonnances, pour avoir des éléments
sur lesquels on peut se baser, on peut discuter sur ce que contiendra la loi. Voilà. Et alors, si j'ai bien compris, les syndicats n'ont même pas le périmètre exact de la réforme, parce qu'ils parlent boîte par boîte. Donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les autres boîtes. Absolument. Notamment parce que lorsqu'on discute de qu'est-ce qu'on va mettre dans la négociation d'entreprise ou la branche, ça interfère aussi avec un autre thème qui sera traité ensuite sur le dialogue social au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait des espaces de négociation? Donc ça, le gouvernement a en plus très cloisonné pour qu'on ne puisse pas jouer avec chaque thème et mettre un peu au pot sur un projet global. Donc il y a un cloisonnement dans la négociation et il y a un secret, je crois qu'on peut le dire comme ça, sur ce que prépare, ou en tout cas maintenant aujourd'hui on peut dire, ce que préparait le gouvernement. Alors, du reste, secret qu'ils veulent bien garder, puisque tout ça est verrouillé à double tour, que la ministre du Travail, Madame Pénicaud, poursuit plusieurs journaux, dont Mediapart. Alors précisément, elle a porté plainte contre X pour vol de documents et violation du secret professionnel. Il y avait Recel aussi, qui vise un peu plus la presse. Ils sont revenus en arrière. Et en fait, on a appris quelques jours après que ça concernait 3 documents qui ont été dévoilés et par Mediapart, par le Parisien et par Libération. Donc c'est un moyen de faire une chasse aux sources au sein de l'administration et des directions. Pour éviter absolument que l'information sorte. D'accord. Alors, ce que tu avais commencé à révéler dans un article ce matin et que le projet d'habilitation confirme, c'est qu'il y a une disposition qui n'avait jamais été évoquée jusque-là, qui concerne le contrat de travail et plus particulièrement le CDI. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, c'est parti d'une rapide réflexion du Premier ministre lors d'une matinale hier, où il disait qu'il réfléchissait à réformer le CDI de chantier, ou CDI de projet selon Alors c'est quoi le CDI de chantier? En fait, c'est un CDI, mais qui est signé... C'est une espèce de CDI à durée déterminée, en fait, qui est signé lorsqu'on est dans le bâtiment ou les travaux publics. On estime qu'il faut 6 mois, 1 an, 3 ans pour construire une autoroute, un pont. On va signer ce CDI avec les salariés et à la fin... Pour la durée de ces travaux. Pour la durée des travaux. De contrat de mission pour... C'est à peu près ça, mais beaucoup moins protégé, ou en tout cas il y a moins d'amortisseurs de cette précarité-là, puisqu'il n'y a pas de prime de précarité comme pour un CDD. Et puis il peut être prolongé un peu à l'envi en fonction aussi de comment le chantier se déroule. Donc en fait c'est un CDI très souple, très flexible, qui organise aussi une certaine précarité. Et donc, ce type de contrat serait à l'ordre du jour de cette réforme? Alors, c'est ce qu'on découvre dans ce qu'a sorti le Monde cet après-midi, c'est que dans les projets qui sont inscrits, les éléments qui sont inscrits dans le projet de loi d'habilitation, il y a une réforme qui vise le CDI de chantier pour le rendre plus adapté. C'est les termes un peu choisis, en tout cas pour l'assouplir encore plus et pour le mettre à la discussion au niveau des branches. Pour l'instant, le CDI de chantier est régi par la loi. Demain, certainement, dans beaucoup de branches, on pourra discuter, en tout cas c'est ce qu'on croit comprendre, on pourra discuter de comment l'adapter aux particularités de tel ou tel secteur. Ça veut dire créer du dumping. Qui serait étendu à d'autres métiers autres que le BTP. À d'autres métiers, peut-être sur des champs beaucoup moins restrictifs qu'aujourd'hui un chantier ou un projet informatique. C'est-à-dire, en gros, donner en tout cas la possibilité de le généraliser dans énormément de secteurs d'activité. J'ajoute que dans la partie qui est concernée sur le contrat de travail, il parle aussi d'assouplir les règles des contrats courts, CDD et intérim, pour les rendre aussi plus flexibles. Ça, c'est une vraie surprise, parce que le gouvernement avait transmis cette information comme quoi il ne toucherait pas au contrat de travail. Les organisations syndicales avec qui j'ai pu parler au long des concertations nous l'ont assuré également en disant « je vous assure, au ministère du Travail, on nous dit que le contrat de travail ne sera pas touché ». Il se trouve qu'il y a quand même 2 dispositions qui vont toucher très certainement les contrats les plus précaires pour les rendre encore plus souples à la main de l'employeur. Et ça, Emmanuel Macron n'avait jamais évoqué une réflexion ou une réforme du contrat de travail pendant sa campagne.
Le seul moment où ça a été évoqué, c'est pendant 1 minute 30 par Édouard Philippe, hier matin, lors d'une matinale. Oui, c'est ça. C'est tout. Pendant la campagne présidentielle. Ni pendant la campagne, ni pendant les discussions avec les syndicats. C'est-à-dire par rapport à l'argumentaire qui est donné par le pouvoir sur cette réforme du Code du travail a été le cœur de notre campagne électorale. Donc maintenant, on peut y aller par ordonnance parce que les gens ont voté en connaissance de cause. Les gens n'ont pas forcément voté en sachant que le contrat de travail allait être directement impacté par cette réforme. Absolument pas. Ça n'a jamais été mentionné. Nous, on avait fait un long article sur les flous, justement, du programme d'Emmanuel Macron sur le social. C'est quelque chose qui n'apparaissait ni dans son programme, ni dans ses déclarations. Alors, Martine, il y a une deuxième disposition qui apparaît dans ce projet de loi d'habilitation et qui n'avait pas été évoquée jusque-là, et qui est assez technique, mais qui concerne les PSE, c'est-à-dire les plans sociaux que peuvent organiser des entreprises filiales de grands groupes. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, dans le projet tel qu'on l'a découvert dans le monde aujourd'hui, là aussi c'est une nouveauté, c'est qu'il est possible, il est envisagé que maintenant, dans le cadre d'un plan de licenciement, plan social, on ne prendra en compte l'état économique de l'entreprise qui licencie que en France, peut-être en Europe, mais en tout cas, puisqu'avant, on évaluait l'état de santé de l'entreprise qui procédait à un plan social dans sa globalité, c'est-à-dire un groupe. Au niveau du groupe. Au niveau du groupe. Pas seulement de la filiale. Pas seulement de la filiale. Cette disposition, elle avait été envisagée de restreindre l'état de santé de l'entreprise juste au niveau d'une filiale en France. Elle avait été envisagée au moment de la loi El Khomri et avait été exclue non seulement très très vite du projet de loi, non seulement parce que les syndicats n'étaient pas d'accord, mais même aussi un certain nombre de représentants juridiques, judiciaires, etc., avaient dit attention, nous sommes en train de rentrer dans une zone extrêmement dangereuse, etc. Puisque cette disposition, finalement, de la même façon qu'on connaît l'optimisation fiscale, l'optimisation sur les droits de propriété etc., on va avoir une optimisation sociale. On peut tout à fait avoir demain des optimisations sociales où un grand groupe décide qu'il est le plus intéressant pour elle pour lui de produire je ne sais pas, en Espagne plutôt qu'en France, et décide de fermer sa filiale française. On organise la faillite de la filiale en disant, vous voyez, je ne peux pas faire autrement, c'est-à-dire qu'on vide l'entreprise, ce qui empêche à cette entreprise de faire un plan social, je ne vais pas dire avantageux, mais je dirais à peu près correct par rapport aux salariés licenciés. À partir de ce moment-là, on justifie le plan social et en plus, toutes les mesures qu'il peut y avoir d'accompagnement, voire un certain nombre de grands groupes aussi sont sollicités en disant, bah, attendez, vous avez quand même une puissance financière, donc vous pouvez quand même essayer ou des mesures de reclassement, ou des mesures ou des licenciements qui sont mieux rémunérés que les choses légales. Tout ça va... Donc ça, ce qui serait un feu vert donné aux grands groupes pour, en gros, organiser la liquidation de leurs filiales en les vidant de tout. Absolument. Et avoir derrière un plan social au rabais. Voilà, ça, tout est possible. Si on prend, je pensais à l'exemple de Whirlpool, dont on a quand même beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Alors, Whirlpool, certes, a fermé, mais ce qu'on avait compris, c'est que, justement, il y avait un plan social qui était quand même à peu près correct pour les salariés licenciés. Donc, dans une configuration comme ça, ça voudrait dire qu'on serait en Whirlpool plus. Non seulement il délocalise, mais en plus le plan social derrière, c'est de la... Oui. On peut tout à fait imaginer. Alors, il faut voir le périmètre qu'ils vont vraiment prendre. On ne sait pas exactement s'ils vont prendre la France ou l'Europe, mais a priori, vu les surprises qu'on a, on peut craindre le pire. Si, dans le cas de Whirlpool, on peut tout à fait complètement ruiner la filiale française en disant, vous voyez, j'ai rien. Et même si je suis un géant de l'électroménager et je suis capable de verser 800 millions de dollars à mes actionnaires en dividendes, je ne suis pas capable du tout de mettre des millions sur la table pour accompagner le plan social pour mes salariés en France. D'accord. Les syndicats, ils étaient au courant de ça ?
Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Je pense que c'est un sujet qui n'a jamais été évoqué. En tout cas, lors des concertations, ce qui s'est passé dans ces concertations, réellement, c'est des organisations syndicales et également patronales. Alors, je ne sais pas, peut-être pour le MEDEF, c'était un petit peu différent, mais qui étaient invitées à la table à donner leur avis sur tel ou tel thème, sans aucun document vraiment de synthèse, et avec extrêmement peu en face d'informations. Alors on peut se dire que le gouvernement attendait la fin de la séquence électorale, le deuxième tour des législatives. L'agenda, maintenant, c'est quoi? L'agenda pour le prochain grand rendez-vous, c'est le 28 juin, c'est le Conseil des ministres qui va adopter. Mais en termes de consultation avec les syndicats. Alors, là, on vient de finir le premier cycle qui était sur le premier thème, avec 2 rencontres par organisation, donc qui s'est tenu sur 15 jours. Donc on va rentrer ensuite, alors nous on ne l'a pas exactement, comme il y a eu le remaniement, est-ce que c'est la semaine prochaine, est-ce que c'est après le Conseil des ministres de la semaine prochaine, on ne sait pas exactement, mais on va rentrer encore dans un cycle de 2 rencontres par organisation qui se terminera ensuite au mois de juillet par un dernier cycle, un 3e cycle, avant que le projet de loi d'habilitation soit présenté à l'Assemblée nationale. Alors, sinon, il reste pour le coup ce qu'on savait dans ce projet de loi d'habilitation, c'est-à-dire le plafonnement des indemnités prud'homales, le regroupement possible des instances représentatives du personnel dans les entreprises. Ça, on dira que c'est les 2 points qu'on connaissait et qui étaient vraiment... sur lequel et Emmanuel Macron, pendant la campagne, et ensuite le gouvernement, s'étaient déjà positionnés. Les seuils sociaux, ils ne sont pas remis en cause? Semble-t-il, non. Semble-t-il, non. Ensuite, il y a certains éléments, et notamment lorsqu'on parle du dialogue social au niveau de l'entreprise, le texte qu'on a découvert aujourd'hui est relativement vague. Autant, il y a un certain nombre d'articles qui parlent notamment des indemnités et du plafonnement des indemnités prud'homales, salaire extrêmement précis. D'autres sont beaucoup plus vagues. On peut craindre, imaginer, faire l'hypothèse que peut-être la question des seuils sociaux rentrera dans la discussion. Une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit par ces nouvelles dispositions qu'on a découvertes aujourd'hui ou les anciennes qui étaient déjà connues, il y a vraiment une ligne rouge que les syndicats ne vont pas accepter. Et je pense notamment à la CFDT. Alors oui, parce qu'il y a eu un entretien de Laurent Berger au Journal du dimanche, où... Alors c'était même étonnant, puisqu'il était en gros en désaccord sur tout. Prenez point par point et non, notamment dans son énumération, il y avait le barème et le regroupement des instances représentatives du personnel. Donc aujourd'hui, la question c'est quel front syndical, ou en tout cas quelle réaction des organisations syndicales face à cette révélation. Il est clair que jusqu'à maintenant, ils étaient un peu pris dans la nasse. Vraiment, Emmanuel Macron et ensuite son gouvernement a joué avec la montre, avec l'agenda d'une manière absolument experte. Oui, ils ne peuvent pas bouger maintenant en pleine séquence électorale, ensuite l'été. C'était compliqué. Voilà. Et puis après toute la séquence sur la loi El Khomri qui a été extrêmement dure, même si la CGT aujourd'hui est encore à des mots un peu plus fleuris que les autres organisations syndicales, ils ne voulaient pas passer pour les mauvais coucheurs. On leur proposait sinon d'aller négocier, ou en tout cas de participer à des consultations. Ils ont voulu jouer le jeu. Et comme ça s'éternisait, et à l'Élysée, et à Matignon, et rue de Grenelle, et on fait des réunions, ils se sont trouvés dans une espèce de zone grise, en stand-by, à attendre qu'on leur donne des informations qui venaient jamais. Donc en fait, l'enjeu, ça va être septembre. Qu'est-ce qui se passe en septembre sur... Parce que là, ils ont juste un mois, puisque ce que tu m'expliquais, c'est que le clap final, si je puis dire, c'est-à-dire le vote de la loi ratifiant les ordonnances, c'est prévu au tout début octobre. Oui, en fait, les séquences, c'est fin juillet, le vote du projet de loi d'habilitation. Semble-t-il, dans le programme, le mois d'août, on peut considérer que c'est... Pas tout le mois d'août, la semaine du 15 août, assez peu de gens négocient ou se concertent. Mais le mois d'août va être mis à profit pour négocier le contenu réel des ordonnances avec les organisations patronales et syndicales. Et ensuite, fin août, c'est plié.
le projet de loi, les ordonnances proprement dites, devraient être présentées en Conseil des ministres fin septembre pour un vote début octobre. Donc le calendrier est extrêmement serré. On voit bien que il ne là, laisse pas de place à une mobilisation forte, enfin, sauf à faire dès le début septembre, ce qui est une sorte de sursaut des forces syndicales. Et on sait très bien que la rentrée sociale, hein, comme on le dit souvent dans la presse, ça n'existe pas. Bah oui. Il n'y a pas de manifestation au mois de septembre. Il faut le temps d'entraîner les gens, le temps de s'organiser. Dan Israël, hein, qui travaille aussi sur les sujets sociaux à Mediapart, est allé rencontrer les militants de Sud la semaine dernière pendant leur congrès, et il a bien vu que même chez Sud Solidaire, qui sont les plus opposés à cette réforme, il y a beaucoup d'atermoiements. Comment se regrouper? Quelle forme de lutte? L'un d'eux disait, si c'est pour se retrouver à 50 dans la rue, c'est pas la peine. Beaucoup ont été échaudés par la longue séquence de manifestations contre la loi El Khomri, qui a fini par un 49.3, une adoption en pure directe de la loi. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que la contestation risque d'être relativement faible. Alors, Martine, tout ce projet présenté comme social, il s'articule quand même dans une politique macroéconomique générale, dans une politique budgétaire, dans une politique financière et économique. Qu'est-ce qui est en jeu, là ? En jeu, depuis le début, c'est ce que dit Emmanuel Macron, y compris pendant sa campagne, il faut que l'on soit crédible vis-à-vis de l'Allemagne et vis-à-vis de nos autres partenaires européens et que nous fassions les réformes structurelles qu'on connaît très bien, les fameuses, et au plus vite pour que nous retrouvions à la fois notre place et le poids en Europe et à ce moment-là, une fois que nous aurons fait tout ce que nous demandent nos partenaires, nous pourrons à partir de ce moment-là avoir un nouveau poids vis-à-vis de l'Allemagne, puisque nous ne sommes pas considérés comme des partenaires crédibles. Et négocier une réforme de la zone euro. Et négocier une réforme de la zone euro, etc. Donc, et dans le cadre, la première chose, effectivement... Mais pardon, excuse-moi, la loi El Khomri ne suffit pas ? C'est déjà un mystère, puisque cette loi El Khomri, elle est entrée en place elle a été mise en œuvre depuis le 1er janvier. On n'a aucun retour d'expérience. On ne sait même pas ce qu'on fait. Donc on n'a même pas tout. On ne sait pas on n'a aucune possibilité d'évaluation de cette loi à ce stade. Mais si je puis dire, il y a une sorte d'idée fixe de la Commission européenne et d'un certain nombre de partenaires européens sur ce que doit être le marché du travail. Alors ces idées fixes, c'est les fameuses recommandations de la Commission européenne aux États membres de l'Union européenne sur quel type de politique économique et sociale. Exactement, c'est exactement ça, et ça fait depuis 2014 que la Commission européenne écrit toujours les mêmes choses en disant il faut faire des réformes sur le marché du travail en France, il faut revoir le pouvoir de négociation des syndicats, il faut remettre en cause un certain nombre de rigidités qui bloquent, y compris sur l'assurance chômage, etc. Donc il faut rénover tout ça pour avoir un marché du travail qui marche, qui soit beaucoup plus flexible. Et donc l'élément, c'est que tout ça, d'abord, à supposer que ça fonctionne, ne va pas pour autant, en claquant des doigts, si je puis dire, créer des dizaines de milliers d'emplois. Ce que l'on sait, c'est que même, je vais citer pour une fois, je cite rarement cet économiste, parce que c'est vraiment un économiste qui est des plus traditionnels, mais c'est ce que dit par exemple Artus de la banque Natixis. C'est le plus orthodoxe qui soit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que quand on entreprend ces réformes, on sait qu'au départ, ça crée du chômage, parce que le temps de retrouver, il faut
un certain nombre d'années avant de restabiliser le système. C'est ce qui s'est passé en Allemagne à ce moment-là. Et quand Schröder a fait ses fameuses réformes et l'Allemagne a fait ses réformes Hartz, et elle les a faites d'abord dans un contexte qui était très différent, puisqu'on était dans un contexte européen où il y avait encore de la croissance et tous les autres pays avoisinants l'aidaient à porter ces choses-là. Et c'est dans ce contexte aussi que Schröder avait négocié avec la France de Chirac et avec la Commission européenne de pouvoir transgresser toutes les fameuses normes de déficit. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Allemagne avait accompagné cette réforme par une certaine relance budgétaire, c'est trop dire, mais disons une certaine souplesse budgétaire. Or là, on va faire commencer ces réformes dans un contexte où toute l'Europe est quand même en consolidation budgétaire, voire en politique d'austérité pour certaines. Et non seulement on va faire ça, mais en plus de ça, loin de faire un assouplissement budgétaire, au contraire, on a très bien compris, et en entendant Édouard Philippe hier, qui a commencé à sonner l'alarme sur le fait qu'on n'allait pas respecter les 3%, etc. Alors ça, c'est un article de Romaric Godin qui expliquait justement comment on se dirigeait vers une austérité budgétaire pour rebasculer à 2,8%, qui était l'engagement de la France auprès de Bruxelles. Absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, Romaric expliquait très bien comment tout se mettait en place pour qu'on fasse des politiques d'austérité, de réduction de dépenses publiques, d'augmentation de l'impôt, etc., parce qu'il va y avoir aussi très rapidement, certainement, la CSG. Et donc, on sait ce que ça va faire, parce qu'on a un exemple. Sans prendre l'exemple le plus caricatural, je vais prendre l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, au moment de la crise de 2012, au moment de la crise de l'euro, a fait à la fois une réforme du marché du travail, une purge budgétaire, à couper dans toutes les dépenses sociales, etc. On sait qu'à partir de ce moment-là, l'économie espagnole s'est effondrée et où il naît aujourd'hui, on nous parle du miracle espagnol. Le miracle espagnol, c'est-à-dire qu'il est à 23% de chômage, une précarité aggravée, une catégorie de nouveaux pauvres qui devient très préoccupante. Et en même temps, un PIB, la fameuse croissance espagnole, c'est quelque chose où l'Espagne retrouve aujourd'hui le niveau du PIB qu'elle avait en 2009. Bien, très bien. Merci Martine, merci Manuel. De toute façon, on reviendra sur ces dossiers qui vont nous occuper une bonne partie des mois à venir. On se retrouve dans quelques minutes pour le premier de notre débat où nous accueillons des députés de La République En Marche, du MoDem et de Les Républicains pour notre premier débat, les nouveaux visages de la majorité présidentielle. Vous pouvez bénéficier d'une offre d'abonnement tout en nous regardant sur Mediapart, c'est 1 € 15 jours.